bienvenue et ensuite nous passerons tout de suite à la soirée d'échange et va également remettre quelques présents à monsieur. Alors, à Franck Étienne, parce que c'est pas il est dit Franck Étienne. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Merci d'être là, d'avoir une notre invitation. Nous avons mis en place depuis 3 ans les grands visiteurs, les grands Pittsburgh, ce qui nous permet de recevoir les grands écrivains caribéens. C'est ainsi qu'on a pu recevoir Espédin, Charles Bazot et bien d'autres. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de pouvoir recevoir Franck Étienne, écrivain, poète, dramaturge, physicien. Et c'est en ces qualités de littéraire et d'intellectuel que nous le recevons aujourd'hui, de manière qu'il puisse échanger avec nous. Mais nous sommes aussi très honorés de recevoir l'homme, puisqu'on sait qu'au-delà de ses qualités intellectuelles, en tant que littéraire et autres, et surtout c'est un homme qui s'est engagé pour son pays, puisqu'on sait qu'il a été ambassadeur d'Haïti. Donc, nous sommes très fiers et très honorés d'avoir un tel invité de marque. Et tout ce que j'espère, c'est que vous allez pouvoir échanger avec lui et que nous puissions poursuivre le cycle des visites des grands visiteurs tel que nous l'avons poursuivi avec l'association du monde. Merci et nous sommes très honorés que vous soyez avec nous aujourd'hui. Merci à vous, c'est bien. Alors bonsoir tout le monde qui est là. Peut-être les gens qui parlent parler créole. Nous sommes contents d'être là. L'association Tout le monde a le plaisir donc de vous proposer en partenariat avec la ville de Petit-Bourg, comme le disait M. le maire, ce cycle de rencontres des grands visiteurs. Aujourd'hui, c'est un jour assez extraordinaire pour nous, parce que nous recevons quelqu'un d'extraordinaire. Nous recevons un écrivain, un poète, un plasticien, un chanteur et danseur, un comédien, et puis Franck Étienne exerce aussi des fonctions actuellement. Enfin, il est actuellement ambassadeur et il a été ministre en Haïti, son pays. Et je sais qu'il est particulièrement attentif, reconnaissant plutôt du fait qu'il est Césaire, est lui-même qualifié de Monsieur Haïti. Pourquoi? Parce que par-dessus tout, si je peux employer cette expression, Franck Étienne aime Haïti. Il aime Haïti. Il n'a quitté Haïti qu'à l'âge de 51 ans pour la première fois. Il a subi toutes sortes de difficultés dans ce pays-là. Toutes sortes de bonheur aussi, je suppose, mais de grandes difficultés. Les pays créoles, vous le savez, sont des pays qui peuvent commettre des choses, il est vrai, les plus difficiles, les plus extraordinaires, mais dans les deux sens. Les plus belles choses peuvent venir de nos sociétés créoles, mais les choses les plus affreuses aussi. C'est aussi pour cela que les veilleuses, les militants, les gardiens, les sentinelles comme Franck Étienne sont importantes et sont salutaires pour nous et pour nos générations à venir. Je suis donc particulièrement heureux d'avoir cet homme que je connais depuis maintenant 22 ans, qui a obtenu le prix Carnet de la Caraïbe que j'ai présidé en 2002 et que j'ai connu donc en 1999, je crois, lorsqu'il est venu présenter le prix de la parole à Master en Guadeloupe. Je ne serai donc pas plus long. Je lui laisse donc la parole en lui présentant aussi nos excuses
pour les petits décalages, les petits retards, parce que c'est un homme qui a déjà un âge certain. Et des fois, à cet âge-là, les choses sont un peu difficiles à supporter. Merci de ta patience, merci de l'amour et de la patience que tu témoignes pour l'ensemble de la Caraïbe et aujourd'hui pour nous qui avons voulu que tu sois avec nous. Merci beaucoup. Je lui laisse donc la parole et bonne soirée. Je commence par remercier le public venu très nombreux, un grand nombre, écouter la parole d'un vieux de la Caraïbe. Je suis un octogénaire qui se prend pour un jeune homme. Je continue encore à récidiver dans la peinture. En témoigne ces 2 œuvres qui portent la date 2017. Ces exemplaires de l'Apocalypse, encore un opuscule écrit en 2002, en 2017, excusez-moi, je souffre, moi je profite ici, nous sommes dans une sorte de dialogue, aller, venir, comme on dit en haïtien, aller, venir, d'y retourner. Je peux vous dire que pourquoi je me retourne à chaque petit bruit, je souffre d'une maladie que peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas, et peut-être qu'il y en a qui sont déjà atteints de cette maladie, c'est les acouphènes. Les acouphènes, ce sont des bruits dans le crâne, c'est insupportable, et comme moi, j'étais déjà tout jeune à l'écoute de la musique de l'univers, là où je suis, j'entends tous les bruits du monde et malheureusement, nous vivons dans ce que moi j'appelle la spirale du chaos et que Glissa appelait le chaos au monde. Nous vivons dans un monde de bruit avec les pétarades de motocyclettes. Si vous allez à Port-au-Prince, vous verrez qu'il y a au moins 1 million de motocyclettes seulement dans la ville de Port-au-Prince, qui est une ville de 5 millions d'habitants. Haïti est très particulière. Donc si je me retourne quand il y a un craquement, un petit bruit, c'est les acouphènes, et ça se produit lorsqu'on prend de l'âge et que les artères, les vaisseaux capillaires qui sont des 2 côtés des dents, ces vaisseaux ont tendance à réduire leur diamètre. Le sang passe difficilement et la circulation siffle. Et chez nous en Haïti, les gens disent, eh bien, il y a quelqu'un qui dit du mal de moi. Et cela a produit malheureusement, c'est la conférence, en fait, c'est la cause qui commence déjà, avant de remercier de manière spéciale le maire. Et j'ai eu un AVC qui est la conséquence des acouphènes. Une poussée de tension, parce que à mon âge, 82 ans, ou bien on est hypotendu, et là encore on est menacé, ça veut dire que le cœur a tendance à ralentir son rythme. Il y a des gens qui sont dans l'hypotension et qui croient que c'est un bonheur quand on a 40 ans, 50 ans. Mais à partir de 70 ans, la tension 10 par 8 est encore dangereuse parce que le rythme cardiaque diminue et le type peut aller se coucher, ou bien la dame peut aller se coucher et ne pas se réveiller. Moi, c'est une belle fin. Moi, que je souhaite me coucher, ne plus me réveiller, mais ce n'est pas dans 2-3 ans, maximum 4 ans.
Alors je reviens, je dis merci au maire, mais merci au public d'avoir attendu. Nous allons avoir un échange, pas une conférence un peu trop académique, ça fait centrique, ça fait encore artifice intellectuel. Nous allons échanger entre nous et je souhaiterais que vous me posiez des questions librement sur ma vie, sur Haïti, sur la marque du monde, sur la mort, sur ce que c'est qu'avoir 82 ans. Je remercie le maire qui est à ma droite pour l'accueil et je tiens, comme il l'a signalé, à marquer le début de mes paroles par un chant spécifique à Haïti. C'est une invocation au Dieu de l'amour et de la mort. Et cela traduit bien ce jumelage dont a parlé Maurice Blanchot, dont ont parlé beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes, beaucoup de philosophes. L'amour, la mort, la vie, ils ont couché, dormi dans la même cabane. C'est le Dieu Baron Samedi qui symbolise, qui est emblématique du premier mâle, premier garçon qui est enterré dans un cimetière. La première femme enterrée dans ce cimetière en Haïti, c'est Grande Brigitte. Donc c'est un couple, Baron Samedi et Grande Brigitte, qui est la première dame, la première femme enterrée dans ce cimetière. Baron dit, Baron ça, Baron dit, Baron ça. Les petits monde fondés, qu'à jouer grand monde, traîner l'aller dans le cimetière. Baron dit Baron ça, Baron dit Baron ça, Baron dit Baron ça, Baron, ou pas m'engager. Dit Baron ça, Baron, pas m'engager. Les petits monde font des capés jouer grand monde. Traîner l'aller dans le cimetière. Mes petits monde font des capés jouer grand monde. Traîner l'aller dans le cimetière. Merci. Alors, comment aborder cet échange entre vous et moi? J'ai parlé de Baron, pas pour l'évoquer, puisque nous sommes tous en pleine vie, nous sommes dans la lumière, nous refusons, comme je l'ai dit souvent à mon jeune frère Gérard Delvert, nous refusons d'embrasser les ténèbres. Nous sommes du côté de la lumière. Le versant ténébreux, c'est le versant qui nous happe vers l'abîme, vers la mort, vers ce que j'appelle l'Apocalypse et le rien. L'Apocalypse, c'est la révélation.
Et le rien, c'est le néant qui nous guette, qui est autour de nous, et que seule la parole, seule la générosité, l'amour, le partage peuvent contribuer à évacuer, à éloigner ce néant, à éloigner la mort, à éloigner le vide. Vous avez en face de vous quelqu'un, puisque dans la salle j'ai des amis, je connais des amis guadeloupéens depuis longtemps, j'ai même une parente dans la salle qui a épousé mon jeune frère, mais qui était comme un fils, qui a été mon élève, mon étudiant, père à l'âme de Carlo. Donc je suis avec des amis, mais il y en a qui ne savent pas que, je l'ai dit souvent, cet écrivain pluridimensionnel, poète, dramaturge, il l'a souligné tout à l'heure, romancier, j'ai écrit le premier roman de la langue créole antillaise. C'est pas seulement pour Haïti, c'est aussi pour la Guadeloupe, pour la Martinique. J'aurais pu citer aussi la Guyane, mais la Guyane avait donné un roman, un récit de Alfred Parecou, ça remonte à plus d'un siècle. Mais le roman ancré dans la modernité, le roman créole ancré dans la modernité, a été accueilli ici par de jeunes écrivains, par Raphaël Confiant, par Chamoiseau, par le professeur défunt Bernabé, qui est parti, qui nous a laissés. Et si je suis connu dans le milieu linguistique, dans le milieu scientifique, dans le milieu littéraire, dans plusieurs universités américaines, Caraïbes et même jusqu'au Japon, les universités asiatiques et européennes, c'est grâce à des affiches. Des affiches apparues en 1975, en pleine période dictatoriale, en plein régime du valérien, et qui m'a valu, Gérard l'a souligné, bon, pas d'avoir été arrêté, mais j'ai été souvent intimidé. On dit en créole haïtien, je ne sais pas si ça passe ici, craponnaire, c'est-à-dire c'est proche de crapon. Le crapon, c'est ce coq dénerflé, débile. Donc on m'a intimidé, mais je suis resté. Je suis monté dans un avion pour la première fois à l'âge de 51 ans. Alors, pour parler à ceux-là qui ne me connaissent pas, pour me présenter, j'ai la peau blanche, heureusement j'ai la morphologie nègre. Quand on me regarde avec la tourette, mon visage, c'est un nègre. Et je suis fier d'être un nègre, peut-être avec la peau à l'envers. J'ai les yeux bleus et je suis un produit typique d'Haïti. Et Gérard l'a rappelé tout à l'heure. Comme disaient les Canadiens tantôt, eh bien c'est Aimé Césaire qui m'a appelé Monsieur Haïti. Eh bien je suis un produit typique de cette terre douloureuse, de cette terre frappée, disent certains, par la malédiction. Mais je n'analyse pas cette terminologie parce que l'histoire nous permet de comprendre le cas d'Haïti. Nous avons fait ce qui paraissait impossible, inimaginable. Pour la première fois dans l'histoire du monde, une révolte d'esclaves a réussi et est devenu un mouvement révolutionnaire et à la limite un mouvement d'autonomie
et d'indépendance. Tous nos malheurs viennent de là. Bien sûr, c'est polémique. Et certains Haïtiens, il y a des amis, des écrivains qui sont très proches de moi, ne partagent pas ce point de vue qui les froisse quelque peu. Il y a un certain orgueil, une forte dose d'orgueil chez les Haïtiens, même quand, par la faute des dirigeants, par la faute de ceux-là qui auraient dû gérer ce fait d'armes important, cet événement historique, nous tournons en rond, et j'ai écrit une pièce qui rappelle un peu En attendant Godot de Samuel Beckett, une pièce où des individus, 3 individus, tournent en rond dans un lieu qui s'appelle Carrefour-Tintin. Donc on n'aurait pas dû déboucher sur cette indépendance considérée comme étant un événement traumatisant pour l'Occident blanc. J'ai toujours refusé de dédouaner la responsabilité, de déresponsabiliser les Haïtiens. Nous sommes, et là je parle de l'élite haïtienne, l'élite d'abord économique, l'élite politique, l'élite intellectuelle en partie, et même aussi du côté de la population haïtienne, du peuple haïtien, il y a un certain comportement fait d'irresponsabilité. Nous avons chassé les colons. Saint-Domingue aurait dû devenir notre terre choyée, respectée, dorlotée, bichonnée. Et nous sommes devenus les ennemis de la terre haïtienne. En première ligne, j'ai cité des dirigeants qui sont chargés de gérer une terre, de gérer une communauté, de gérer un État. Ils ne l'ont jamais fait. À partir de ce moment, je peux rappeler un proverbe créole haïtien, 2 proverbes haïtiens. Le premier, imbécile qui baille, imbécile qui donne, saute qui parle. Quand l'imbécile ouvre, très bien, largement cette porte laissant entrer, je ne sais pas, les chevaux, les chiens, les chats, eh bien, si quelqu'un ne croit pas, c'est qu'il est sot. S'il ne rentre pas, c'est qu'il est plus qu'un imbécile, il est un sot, un idiot. Nous avons laissé la porte ouverte à l'ingérence. Nous avons quelque part été complices de toutes les ingérences, de toutes les interventions des puissances depuis 1840. Parce que nous avons été perçus comme une anomalie, comme un danger, comme une menace. Cela aurait dû produire chez nous un état de vigilance, un état d'urgence véative. Nous ne l'avons pas fait. Et pendant tout le 19e siècle, les puissances sont intervenues en Haïti. Et pas seulement la France, l'ancienne métropole, qui, avec la complicité des élites haïtiennes, je le dis, la complicité des élites haïtiennes,
élite politique, élite économique. Surtout. Nous avons été obligés de verser, la pauvre Haïti, de verser 150 millions de francs lourds qui représentent autour, maintenant, peut-être 150 millions de dollars. Donc on a payé, on nous a fait payer l'indépendance. Et ceci, les gens lucides n'ont jamais pardonné au gouvernement de Boyer d'avoir accepté l'ordonnance de Charles X. L'Allemagne, à son tour, il y a eu une affaire appelée l'affaire Luders. Les bateaux allemands, les vaisseaux allemands sont venus jusqu'à la baie de Port-au-Prince réclamer des dédommagements parce qu'un certain Allemand Luders aurait été victime, disent à l'époque les autorités allemandes, victime d'une injustice au niveau commercial. Je ne peux que mentionner, puisque je ne suis pas venu l'éventail tellement large, m'attarder sur les valeurs haïtiennes, vous le connaissez déjà, peut-être pas les dessous, mais vous savez que Haïti est une terre douloureuse, une terre malade qui paraît, moi, je l'aperçois, la terre, comme une tragédie grecque, c'est une tragédie d'Échille. Et on dit que comparer, c'est pas raisonner, comparaison n'est pas raison, mais je fais toujours cette comparaison avec celui-là qui a donné le feu aux hommes. C'est le feu de la liberté. On nous a fait payer pour ça. Et à côté de la posture indigne de nos dirigeants, nous avons eu la première occupation américaine en 1915. Et quand les Américains sont partis en 1934, et cela, c'est 2 années avant ma naissance, je suis né en 1936, précisément d'un père américain, père biologique. Mon vrai père, c'était celui-là qui m'a donné le pain. Le beau-père de Joël, qui est dans la salle. Vous voyez la spirale, les enchevêtrements, une Guadeloupéenne qui épouse un Haïtien, cet Haïtien, mon frère, mon fils, et son père, mon beau-père, c'est aussi mon père. Mais mon père biologique, c'est un blanc américain qui était super riche, milliardaire, qui a laissé tomber une paysanne, car ma mère est une paysanne, a été une petite paysanne du centre d'Haïti, c'est l'Artibonite. Près du plateau central, c'est un département où les lignes, les locomotives McDonald's, pas McDonald's.